Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode des groupes ADP Talks ici au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris, Le Bourget. Une émission pour parler de ce que le secteur aérien peut et même doit faire pour contribuer à la transition énergétique. Et aujourd'hui, on ouvre le bal avec un sujet technique, stratégique, parfois même un peu opaque, mais absolument central, les carburants d'aviation durable qu'on appelle aussi les SAF, puisqu'en anglais, c'est Sustainable Aviation Fuels. Alors oui, on est peut-être encore loin du vol zéro émission, mais une chose est sûre, il va falloir changer ce que l'on met dans les réservoirs. Alors pour rappel, en 2023, les avions commerciaux qui ont décollé en France ont émis environ 21 millions de tonnes de CO2. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2022, ce qui est assez logique par rapport à la reprise du trafic, mais il reste encore en deçà de celui de 2019. Alors c'est une bonne nouvelle mais relative puisque depuis, la tendance est repartie à la hausse. Quand on regarde dans le détail, 1,9 million de tonnes sont liées aux phases au sol alors que 19 millions viennent de la phase de croisière de vol. Et si l'on regarde par exemple l'aviation d'affaires ou de loisirs, qui pèse aujourd'hui environ 2% en année normale, on arrive donc à ce fameux total de 21,2 millions de tonnes. Alors face à cela, l'Europe ne traîne pas, elle impose désormais des quotas minimums de SAF dans le carburant d'aviation avec une trajectoire très claire, une montée en puissance dès 2025. La France, l'industrie, mais aussi les plateformes, les compagnies aériennes, tout le monde doit se fédérer car rien ne se fera évidemment tout seul. Alors aujourd'hui, on vous propose justement ce format, un état des lieux sans langue de bois, vous le verrez dans un instant, sur le carburant bas carbone. On vous dit à tout de suite. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table 5 intervenants et intervenantes qui, chacun à leur manière, travaillent justement sur cette mutation majeure. Pour commencer, je vais me tourner vers vous, Justine Coutard, bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée du groupe ADP, en charge notamment de l'environnement, de l'aménagement et des parties prenantes. Vous avez dirigé l'aéroport d'Orly, vous avez aussi travaillé au ministère des Finances et aujourd'hui, vous êtes en première ligne sur la transformation des plateformes aéroportuaires, que ce soit Orly, on l'a dit, Roissy, mais aussi le Bourget. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À vos côtés, Yanaël Biard, vous êtes directeur du développement durable du groupe ADP. Vous travaillez sur les objectifs climatiques du groupe, les plans d'action aussi à horizon 2030 et 2050 et sur la manière d'embarquer tout l'écosystème aéroportuaire dans cette trajectoire bas carbone. Bienvenue à vous également. Merci, avec plaisir. Alors, côté production de carburant, nous accueillons Antoine Huard, directeur général et cofondateur de Verso Énergie. Verso, c'est donc une entreprise française qui produit des e-fuels, des carburants de synthèse fabriqués à partir d'hydrogène renouvelable et bas carbone et de CO2 recyclé. Vous avez des projets très concrets pour faire décoller le SAF Made in Europe. Merci beaucoup à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec vous, vous avez Jean-Baptiste Martin, responsable business développement carburant de synthèse chez Verso. Vous suivez notamment le marché, le contexte réglementaire, les technologies de production et la manière dont ces carburants peuvent s'intégrer dès maintenant dans les chaînes d'approvisionnement existantes. Donc, merci à vous, Jean-Baptiste, d'être là. Très heureux d'être avec vous. Et enfin, pour parler de logistique, un maillon souvent oublié mais absolument stratégique, nous recevons Gilda Beauchesne, directeur commercial de Noven Group SIM. C'est un opérateur qui gère le terminal carburant du Havre et le pipeline qui alimente directement les aéroports en carburant. Et c'est vous qui rendez possible le passage du kérosène fossile au SAF sans changer toute l'infrastructure. Peut-être à noter, avant de commencer cette table ronde, Noven Group, donc SIM et Verso Énergie, sont déjà en partenariat puisqu'en février dernier, vous avez signé un accord de partenariat. On en parlera dans un instant. Alors, bienvenue à vous 5. Peut-être aussi, avant de débuter cette émission, je voudrais peut-être saluer Luc Tesson. Je ne sais pas s'il est avec nous, le dessinateur, voilà, que vous voyez ici. Donc, notre dessinateur du jour qui va nous livrer son regard sur tout ce qui sera dit lors de cette émission au travers de dessins toujours humoristiques et très à propos. Est-ce que tout va bien pour toi, Luc ? Alors, c'est parti. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me tourner vers vous, Justine.
On va peut-être prendre une minute pour poser un petit peu les choses, pour poser les bases de cette discussion. Le groupe ADP, on a peut-être tendance à penser que c'est juste Aéroport de Paris. C'est pas le cas, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ces activités, que ce soit en France ou à l'international, et peut-être les grands métiers du groupe? Absolument. Le groupe ADP, comme son nom ne l'indique pas, ce ne sont pas seulement les 3 aéroports parisiens et les aérodromes d'aviation générale franciliens, c'est aussi 26 aéroports à travers le monde, avec notamment des implantations en Turquie, en Inde et puis sur tous les continents. Et puis notre métier, ce n'est pas seulement d'exploiter les aéroports, c'est aussi de les concevoir, de les imaginer. Et comme le rappelle notre raison d'être, c'est d'accueillir des passagers, les exploiter et les imaginer de façon responsable partout dans le monde. Donc vous voyez qu'y compris au cœur de nos raisons d'être, on a souhaité placer la question de la transition écologique à travers cette notion de responsabilité. Et on a l'ambition au sein du groupe ADP d'être pionnier en matière de décarbonation, de transition écologique des aéroports partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors, il y a une évolution, une information importante. La gouvernance a changé récemment. Vous êtes maintenant en binôme à la tête du groupe avec Philippe Pascal. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en quoi cette organisation peut-être plus transversale est un levier pour accélérer cette transition ? Alors effectivement, je suis directrice générale déléguée du groupe ADP avec une responsabilité plus particulière en matière d'aménagement, d'ingénierie, d'immobilier, de développement durable et aussi de parties prenantes avec les sujets d'affaires publiques et de communication. Ce qu'on a souhaité initier avec cette réorganisation par pôle, c'est d'avoir une approche plus décloisonnée de ces sujets, et notamment de celui du développement durable qui est absolument cœur. Les sujets de développement durable, ils se sont constitués au cours des dernières années. On s'est doté d'une expertise en interne qui est pilotée par Yanaël Billard, et on souhaite désormais que cette expertise, elle puisse irriguer toutes les directions de l'entreprise et que chaque métier, à la fois des plus opérationnels et aux plus techniques, se saisissent de ces enjeux de transition écologique et les fassent siens. Donc c'est vraiment tout le sens de cette démarche plus transversale pour que les notions d'environnement et de transition environnementale infusent dans toutes les directions de l'entreprise. Alors, vous êtes à la tête d'un pôle qui rassemble l'aménagement, l'environnement et les parties prenantes. Concrètement, ça veut dire que vous gérez à la fois l'évolution physique des plateformes, la trajectoire climatique, le lien aussi avec les territoires qui est très important. C'est pas une mince affaire, on imagine, mais quels sont vos principaux chantiers aujourd'hui ? Alors, on a un sujet qui est justement au cœur de toutes ces problématiques aujourd'hui, qui est un sujet d'actualité, c'est la concertation sur l'avenir de Paris-Charles de Gaulle, qui est notre navire amiral. Et donc, on a initié une concertation publique depuis le 8 avril jusqu'au 8 juillet, qui a précisément pour objet de faire la transparence sur le futur de notre aéroport, la manière dont on imagine cette projection à l'horizon 2035 puis 2050, et ce, en dialogue avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de cette concertation publique, qui est une démarche volontaire, c'est de recueillir les avis, les besoins, les attentes de toutes nos parties prenantes, et notamment nos parties prenantes territoriales. Et donc, pendant 3 mois, on va à la rencontre de nos partenaires territoriaux, associations de riverains, partenaires économiques, mais également les salariés de l'ensemble des entreprises de la plateforme pour leur faire part de notre projet qui met justement la transition écologique et la décarbonation au cœur de nos perspectives d'aménagement, avec 4 grands axes que je vais esquisser rapidement. Le premier, c'est vraiment l'intermodalité. C'est le parti pris d'assumer la complémentarité entre l'avion et le train, de ne plus être dans une logique de concurrence, mais au contraire de s'appuyer le plus possible sur les modes de transport ferrés pour accéder jusqu'à la plateforme de Paris CDG. Et donc, on prévoit notamment que la gare TGV de CDG triple à l'horizon 2050 et ensuite avoir des modes de transport ferrés à l'intérieur de la plateforme, des petits métros automatiques qui permettront de relier nos différentes infrastructures. Le deuxième axe structurant, c'est d'avoir une projection beaucoup plus modulaire et progressive de nos installations. C'est vraiment un parti pris anti-gigantisme qui là aussi tire les conséquences de notre expérience précédente sur le Terminal 4. Une révision également de nos perspectives de trafic de manière beaucoup plus modérée qui fait que désormais on souhaite pouvoir construire et projeter nos infrastructures de manière beaucoup plus millimétrée en fonction de la réalité de l'évolution du trafic. C'est aussi mettre l'accent sur les énergies bas carbone et on souhaite que notre aéroport Paris-Charles de Gaulle, comme Paris-Orly d'ailleurs, deviennent des hubs énergétiques, c'est-à-dire des solutions
de production et de distribution d'énergie bas carbone, non seulement pour nos besoins propres, mais aussi ceux des territoires et des collectivités environnantes. Et puis en matière d'immobilier, on souhaite mettre l'accent sur des quartiers avec une logique de qualité de vie, de qualité au travail pour les salariés qui y viennent chaque jour, qui soit beaucoup plus accentuée qu'aujourd'hui, en mettant l'accent sur l'emploi, la formation et donc l'attractivité aussi de nos métiers pour les bassins d'emploi qui nous entourent. Et du coup, comment s'intègre le SAF dans cette stratégie ? Le SAF, c'est en quelque sorte le soubassement de toute notre perspective de transition écologique et de décarbonation. Et évidemment, pour pouvoir atteindre nos objectifs de transition environnementale, on s'est d'abord concentré dans un premier temps au cours des dernières années sur la décarbonation de nos infrastructures, de nos activités en tant que gestionnaire aéroportuaire. Et d'ailleurs, on voit que ça porte déjà ses fruits. Et donc, pour l'aéroport Paris-Orly, on va atteindre la neutralité carbone sur nos émissions internes dès cette année. Donc, vous voyez que c'est immédiat, c'est dès à présent. Et pour aller un cran plus loin et pouvoir décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur aérien, on a le besoin impérieux de décarboner les modes de transport et donc les avions. Et pour ça, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Il y a l'avion électrique, évidemment, pour le transport régional. On en a vu quelques modèles voler tout à l'heure. Il y a l'avion à hydrogène, mais dont on voit que c'est une technologie qui emporte beaucoup de conséquences, y compris sur l'évolution de nos infrastructures. Et puis, il y a évidemment les SAF, qui sont une technologie dont on aura un besoin indispensable, notamment pour pouvoir décarboner le long courrier, les gros porteurs. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est un enjeu de décarbonation absolument majeur. Alors enfin, pourquoi le Bourget ? Pourquoi ici ? En quoi est-ce que cette plateforme est-elle un labo grandeur nature pour tester ce que pourrait être l'aéroport décarboné de demain ? Le Bourget, comme vous le rappelez, on a décidé d'en faire en quelque sorte notre vitrine en matière de décarbonation et on s'est doté d'objectifs extrêmement ambitieux, notamment sur l'incorporation des SAF. On ne s'est pas contenté d'appliquer la réglementation, mais on a souhaité avoir une démarche beaucoup plus proactive dès l'année dernière. Pour vous donner quelques chiffres, il y a eu 3 millions de litres de SAF qui ont été distribués en 2024 sur l'aéroport Le Bourget. C'est plus du double de ce à quoi nous obligeait la réglementation. Donc, dès l'année dernière, on a eu à cœur d'avoir des solutions physiques d'incorporation des SAF sur la plateforme qui permettent à tous les acteurs qui le souhaitent de pouvoir voler avec du SAF dans des proportions plus importantes que partout ailleurs dans le monde. Donc, ça veut dire que le Bourget est déjà au-delà des mandats réglementaires d'incorporation. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet, les SAF. C'est quoi exactement ? Je vais me tourner vers Antoine et Jean-Baptiste. C'est une grande famille qui est assez large. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Chez Verso Énergie, vous misez sur un type bien particulier. Ce sont les électrocarburants qu'on appelle aussi les ISAF, fabriqués à partir d'hydrogène renouvelable et bas carbone, ainsi que de CO2 recyclé. Alors peut-être brièvement, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche en termes simples, s'il vous plaît, et surtout comment ça change en fait l'impact environnemental et la circularité aussi, plus spécifiquement. Déjà, merci pour cette invitation. On est très heureux d'être là. Peut-être pour commencer sur un bref rappel, les carburants durables qui vont servir à décarboner les avions, en fait, il y a deux sous-familles. Il y a les biocarburants qui sont fabriqués d'une certaine manière avec, par exemple, des huiles, des déchets agricoles, des choses comme ça. Et puis, il y a les e-carburants ou les carburants de synthèse. Et c'est souvent, on a tendance à confondre un peu les deux. Nous, c'est vraiment ces e-carburants, donc carburants synthétiques sur lesquels on travaille et qui sont produits, comme vous l'avez dit, avec de l'électricité, qui peut être renouvelable et aussi bas carbone, puisqu'on a la chance en France d'avoir un mix déjà décarboné sur la partie électrique, et du CO2, qui a la particularité d'être issu d'installations industrielles existantes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir recycler ce CO2, le capter, le combiner avec l'hydrogène produit à partir d'électricité pour faire un carburant qui va pouvoir se substituer immédiatement au carburant fossile utilisé actuellement dans les avions. Et comme le CO2 qu'on utilise n'est pas d'origine fossile, il provient par exemple de papeterie, c'est-à-dire que c'est du CO2 qui n'est pas issu de la combustion de gaz ou de charbon, il vient de l'atmosphère et donc lorsque le carburant sera utilisé par l'avion, ce CO2 retournera dans l'atmosphère, il n'augmentera pas la concentration en CO2 de l'atmosphère et on est donc bien dans une circularité. Est-ce que vous voulez rajouter ? Et pourquoi effectivement les I ? C'est parce que effectivement, la filière bio s'appuie sur des ressources biomasse qui ne sont pas illimitées.
Et donc l'Europe, la réglementation, on en reparlera après, mais elle a bien comprise et introduit aussi de façon obligataire demain ce type de carburant pour compléter les bio-SAF qui ne seront pas illimités. Alors, il y a toujours la question évidemment des échéances. On parle souvent de pilotes, de promesses, et souvent des effets d'annonce aussi. Concrètement, où est-ce qu'on en est? Et est-ce que les premiers sites sont opérationnels? Est-ce qu'on est encore dans l'expérimental ou est-ce qu'on est déjà dans l'industrialisation? Alors, en tout cas, au niveau mondial, on est déjà dans l'industrialisation. Il existe des sites industriels opérationnels. Le monde a pris de l'avance là-dessus, notamment aux États-Unis, en Chine également. L'enjeu, c'est d'avoir des sites similaires en France et en Europe. Nous, Verso Énergie, on n'a pas de site pilote. On s'est directement mis dans une optique d'industrialisation, c'est-à-dire des projets. On a un portefeuille de 7 projets industriels qui sont identiques, qui sont standards, qui vont donc pouvoir être répliqués avec un accompagnement d'une ingénierie qui est Technip Energy, qui nous accompagne sur la standardisation de ces usines et leur réplicabilité à une échelle industrielle, puisque chaque usine produit 80 000 tonnes par an de kérosène de synthèse, c'est-à-dire une quantité très significative et qui répond, avec une seule de ces usines, on peut répondre à quasiment la totalité du mandat prévu par l'Europe pour le marché français en 2030. Donc on voit que c'est des usines importantes. Nous, on sera prêt en 2030, puisque l'intérêt d'avoir un portefeuille de 7 usines, c'est qu'on mitige les risques d'une certaine manière, donc on va pouvoir s'assurer et garantir qu'au moins une de ces usines sera en service en 2030. Et on a d'ailleurs pour l'une de ces usines reçu le soutien du gouvernement français via l'appel à projet France 2030 qui s'appelle Carbaero, ou carburant durable pour l'aviation, et qui dont on est lauréat et qui va donc soutenir le développement de ce projet dès maintenant dans sa phase d'ingénierie et de développement. Jean-Baptiste, vous vouliez rajouter aussi quelque chose? Voilà, on reparlera sûrement du projet Désir après, mais effectivement, il est situé sur l'axe Seine, donc entre nos partenaires logistiques et de mélange pour alimenter directement via le tuyau Le Havre Paris, les plateformes d'aéroports parisiens. Alors, il y a aussi un dernier point évidemment sur la compatibilité. On entend souvent dire qu'on peut utiliser le SAF dans les réservoirs actuels sans changer les moteurs. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai dans tous les cas ou seulement dans certains cas comme les vôtres? Alors effectivement, c'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs comme Gilda, donc la CIM, un groupe Noven qui demain pourront porter des activités de ce qu'on appelle le blending en anglais, donc de mélange, puisqu'aujourd'hui la réglementation prévoit que ces SAF ou ISAF, d'ailleurs pour les deux familles, soient incorporés avec du kérosène fossile, du Jet A1, à hauteur de, en fonction des catégories, le maximum est de 50% de mélange. Ce sera le cas pour notre production chez Verso Énergie, par exemple. Donc jusque 50%, techniquement, on peut le mélanger avec du fossile. Donc ça permet de le décarboner en grande proportion. Ça, c'est donc l'ASTM, la certification qui le régit. Ça prévoit aussi, effectivement, pour une compatibilité avec les infrastructures de logistique et les aéronefs aussi. Effectivement, la réglementation, il va étape par étape. Effectivement, le coût après-demain, dans le futur, sera peut-être 100%, mais aujourd'hui, effectivement, on y va jusqu'à 50%, parce qu'on est vraiment compatible avec les aéronefs telles qu'elles sont conçues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne change rien, la logistique est là, et on introduit effectivement des décarbonisation jusqu'à 50%. En rebond, un complément rapide, la logique qui prévaut à cette certification par la STM, ça reste une logique de sécurité aéronautique. Donc on est tous autour de la table absolument convaincus de l'impératif de décarbonation. En aucun cas, il se fait au détriment de la sécurité. Et donc la certification garantit le fait que les avions vont continuer à voler sans incident particulier, en plus d'être décarbonés. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas là par hasard, parce que c'est vraiment toute la chaîne de valeur qui doit se fédérer. Ça ne se fera pas tout seul. Et vous êtes la preuve, finalement, que cette chaîne de valeur, elle se fédère déjà. Je crois que vous avez une annonce à nous faire aujourd'hui. Yannel, peut-être, je vais vous laisser faire cette annonce. Bien volontiers, et en rebond avec Jean-Baptiste également. Si je synthétise rapidement, on voit qu'il y a 3 dénominateurs communs qui se dessinent depuis le début de notre discussion. Bon, le premier, j'enfonce une porte ouverte, ce sont les carburants aéronautiques durables, bien sûr. Le deuxième, c'est la logique d'ancrage territorial. Un aéroport, par essence, est ancré dans son territoire, ne peut se développer que de manière harmonieuse avec le territoire. Et c'est vrai également des usines que vous menez. On a d'ailleurs en commun le fait d'avoir des concertations publiques. Voilà, on voit cette importance de l'ancrage territorial. Et puis le troisième, ça a été cité à l'instant par Jean-Baptiste, c'est l'axe Seine, qui est vrai également avec le groupe Noven. On a bien cette connexion physique qui part du Havre, qui passe par Rouen et qui arrive jusqu'en Île-de-France. Donc, fort de ces 3 constats, de ces 3 dénominateurs communs, on a effectivement eu l'idée, et on la met en œuvre cette semaine, de nouer un partenariat entre Verso Énergie et le groupe ADP autour de 3 points principaux. La logique de chaîne de valeur,
une logique de modèle économique et une logique de partenariat. La chaîne de valeur, c'est ce qu'indiquait Justine dans son propos introductif. Un acteur aéroportuaire, pour contribuer activement à la décarbonation du transport aérien, doit aller au-delà de son périmètre de responsabilité usuel et donc aller explorer plus en amont de sa chaîne de valeur. C'est ce qu'on fait côté ADP de plus en plus en travaillant avec tous les acteurs, y compris en remontant jusqu'aux producteurs de ces carburants aéronautiques durables, biosourcés ou synthétiques. Et donc, c'est le cas avec Verso. Il y a cette complémentarité à tisser pour avoir des nouveaux entrants et des acteurs établis qui puissent travailler ensemble sur une chaîne de valeur complète de la production de ce carburant aéronautique durable, en passant par les étapes logistiques, l'acheminement jusqu'aux aéroports et l'alimentation des avions. Le deuxième point, il est économique. On sait que les carburants aéronautiques durables coûtent significativement plus cher qu'un kérosène conventionnel. Et de fait, ça peut être un obstacle à leur pénétration. C'est vrai sur les carburants biosourcés, c'est vrai également sur les futurs carburants synthétiques. De toute évidence, il y a un enjeu pour l'ensemble des acteurs de la filière de travailler à l'optimisation des coûts, avoir un coût le plus acceptable possible pour le client final, qui est la compagnie aérienne, travailler sur les bons modèles économiques, travailler également sur les mécanismes de financement, de soutien par les pouvoirs publics qui peuvent être mis en place. Je me permets de citer des initiatives à l'échelle européenne avec une alliance pour les carburants bas carbone, maritimes et aériens. Le commissaire Tzitzikostas en fera un point d'avancement du reste cet après-midi. Et donc c'est cette recherche d'optimisation du modèle économique qu'on souhaite travailler ensemble. Le troisième point, il est partenarial. La production est une chose, encore faut-il bien sûr des clients finaux. On considère qu'en unissant nos forces, on peut accélérer la demande de ces clients finaux, également avec une logique de conviction auprès de 3 publics, les compagnies aériennes sur des vols commerciaux traditionnels, l'aviation d'affaires, on est bien placé ici pour le dire au Bourget, et également les activités de fret. Côté Verso, peut-être un mot sur ce que ça va changer, ce partenariat pour vos plateformes à court et moyen terme? Ça va effectivement accélérer, consolider notre modèle. On a bien vu, on parle d'écosystème, il faut bien unir nos forces. On travaille, nous, depuis le début, une chaîne de valeur intégrée. C'est dans une continuité logique qu'on s'est retrouvé depuis déjà quelques années et qu'on concrétise ces actions. Effectivement, je pense que c'est important de dire qu'on cible bien des familles complémentaires, le passager commercial, le fret également, un très gros acteur effectivement à adresser. Et puis l'aviation d'affaires doit être le fer de lance de tout ça. Donc effectivement, on est très heureux et on œuvre aussi beaucoup avec le Bourget. Donc c'est une nouvelle filière qui se crée aujourd'hui. Oui, mais c'est juste pour compléter, mais c'est exactement ça et on est très, très heureux de ce partenariat parce que ça ne va pas se faire avec des acteurs isolés. Je pense que ça a été dit, c'est un travail de filière et c'est la filière au sens large. Donc c'est des producteurs de carburant, des plateformes aéroportuaires, des compagnies aériennes, des acteurs de la logistique. C'est tout ça, tout ce monde-là qui doit travailler ensemble si on veut pouvoir arriver à remplir ces objectifs qui sont ambitieux mais atteignables. Alors, on a vu comment produire les SAF, merci beaucoup. Encore faut-il qu'il arrive à bon port. Et là, je me tourne vers vous, Gilda. Aujourd'hui, la quasi-totalité du carburant arrive dans les aéroports parisiens via un réseau de pipeline. Est-ce que le SAF peut s'intégrer dans ce système ou est-ce qu'il faut tout repenser ? Oui, alors merci beaucoup, Julia. D'abord, juste quelques éléments. Au Havre, donc, vous le disiez tout à l'heure, la France dispose d'une des positions les plus importantes en termes de jets, ce qui garantit de carburéacteurs, ce qui garantit la possibilité d'approvisionnement, en particulier des aéroports, des plateformes parisiennes, à des conditions économiques compétitives. Donc on stocke plus d'1 million de mètres cubes de jets au Havre. Ces cargaisons qui arrivent par bateau, elles font chaque semaine, 120 000 tonnes à peu près. Donc, ce qui correspond à un peu plus que la production d'une usine du groupe Verso prévue d'ici 2030. Ce sont des installations massives. Donc c'est des très gros appontements, des bacs très importants et des gros pipes qui ensuite envoient le jet à destination des aéroports parisiens. Cette logistique massive, il va falloir l'adapter à la nouvelle production à la fois des biosaf et des biocarburants. Aujourd'hui, la réponse est oui, on peut incorporer du SAF dans ce jet fossile, moyennant certaines installations que le groupe Noven a déjà mis en place au Havre. Donc ça pose des contraintes logistiques, mais
de manière fluide aujourd'hui. Plusieurs opérations sont réalisées et jusqu'à aujourd'hui, l'année dernière par exemple, plus de 200 000 m3 de SAF ont été mélangés au Havre et expédiés à destination des plateformes parisiennes. Donc votre terminal du Havre a une place stratégique dans cette chaîne. Il est déjà capable, on l'a compris, de recevoir du SAF, de le stocker et de l'envoyer vers Roissy ou vers Orly. Mais où est-ce qu'on en est exactement et quelles sont peut-être les prochaines étapes pour accompagner cette fois-ci la montée en puissance du SAF ? Alors ça, c'est un point très important parce que ce qui va ouvrir le marché, ce qui va permettre à des acteurs comme Verso de pouvoir accéder à la fois aux compagnies aériennes du marché français, mais à terme pouvoir bénéficier de l'ensemble des options marketing de commercialisation de leurs produits, c'est l'optionnalité. Donc c'est pouvoir recevoir par différents modes dans les installations massives de mélange et d'expédition ces produits-là. Donc aujourd'hui, on a déjà mis en place une centaine de milliers de mètres cubes qui sont capables de recevoir du SAF, de mélanger ces produits et les expédier. À partir de 2028, au Havre, on pourra recevoir par tout mode de transport les cargaisons produites en France ou ailleurs, mais essentiellement en France par train ou par pipe, vraisemblablement dans le cadre de certains projets, les mélanger et les réexpédier soit par pipe, soit par train, soit par camion éventuellement pour l'approvisionnement d'aéroports régionaux. Merci beaucoup, Gilda. Alors, on va passer maintenant à une question que peut-être de nombreux téléspectateurs se posent. Est-ce qu'on pourra vraiment remplacer le kérosène par du SAF à l'échelle industrielle et ce, à horizon 2030 ou 2050 ? Et si oui, sinon plutôt, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'approvisionnement en CO2, la production d'hydrogène, les normes, les réseaux d'acheminement, les prix ? Qu'est-ce que vous avez identifié comme point de blocage potentiel ? Les points de blocage, ils sont surtout en fait sur la rencontre entre l'offre et la demande, ce qui est au fond un problème assez classique dans tout marché émergent. Et donc la manière dont on a souhaité jouer un rôle, groupe ADP, sur ce sujet et dans cette chaîne de valeur, c'est vraiment de considérer qu'il fallait qu'on sorte de notre périmètre strict de responsabilité, qu'en matière de transition écologique, on ne pouvait pas se contenter de décarboner nos seules installations, mais qu'il fallait qu'on prenne à bras-le-corps le sujet de la décarbonation de l'ensemble du secteur aérien et de pouvoir jouer un rôle à la fois de facilitateur et donc d'accélérateur de cette incorporation des carburants d'aviation durable. Et donc, c'est vraiment de cette manière qu'on a souhaité s'investir sur ce marché émergent, à la fois en investissant auprès d'acteurs de la production et de la fourniture de carburants d'aviation durable, et puis aussi en contribuant dans une logique partenariale à la bonne rencontre entre l'offre et la demande. Et c'est tout l'enjeu de structuration aussi d'une place de marché qui permettent aux acteurs, aux compagnies aériennes et aux fournisseurs de carburant de se rencontrer, et ce, au prix évidemment le plus intéressant possible pour tenir les mandats d'incorporation et, si possible, aller au-delà, comme on le voit actuellement au Bourget. Alors, oui. Peut-être si je peux un complément rapide aux propos de Justine. Ce rapprochement de l'offre et de la demande. Bon, il y a la question du prix, on l'a évoqué, qui est absolument centrale, bien évidemment. Il y a aussi la question de la temporalité. Le client, la compagnie aérienne, dans ses méthodes d'achat de carburant, c'est vrai sur le kérosène fossile, c'est vrai également sur le durable, a un raisonnement plutôt d'achat de temps court, donc achète sur 1 année, 2 années à l'avance. Pour développer des projets industriels de la taille de ceux de Verso, vous avez besoin de financement. Les financements, vous allez les chercher sur des durées longues. On parle plutôt en 10 ans, 15 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, c'est bien l'importance d'avoir des acteurs qui ont la vision et l'habitude du temps long, tel qu'un acteur aéroportuaire, pour venir enrichir la discussion et voir comment concilier l'horizon court et l'horizon long. Merci beaucoup. En termes de production, est-ce qu'on peut aller plus vite dans la production ? Et si oui, à quelles conditions ? Alors, sur la production, nous, on est déjà convaincus qu'il va falloir atteindre les objectifs fixés. Aller plus vite, on verra, mais les objectifs fixés, on est convaincus qu'ils sont atteignables. Je rappelle néanmoins quand même qu'on est dans un pays où ça prend du temps de développer des usines. On est confronté au même problème que beaucoup de nos confrères qui sont sur d'autres secteurs d'activité. Mais on a pris un temps d'avance en commençant ces projets il y a déjà quelques années, ce qui veut dire qu'on peut être au rendez-vous de 2030. Pour aller plus loin et accélérer,
On peut faire plus d'usines. Ça, de toute façon, la demande en carburant de synthèse, elle va aller en augmentant puisque c'est le mandat qui est fixé jusqu'en 2050. Donc la question, c'est est-ce qu'on aura assez d'électricité ou assez de CO2 ? Et là-dessus, les calculs le démontrent. La réponse est oui, puisque si on prend 2 jalons, en 2035, les objectifs français en matière de carburant de synthèse, ça va utiliser à peu près 15 TWh. Ce chiffre ne parle peut-être pas à tout le monde, mais ça représente 15% de notre excédent de production électrique aujourd'hui. La France a exporté à peu près 100 TWh en 2024 d'électricité en trop qu'on vend généralement à prix nul ou négatif aux Allemands, sans rentrer dans des choses un peu polémiques. Donc 15% de ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en 2050, ce sera la totalité. Donc si on veut atteindre les mandats français, c'est en gros 100 TWh. Donc ce qu'on a déjà exporté en 2024, sachant que d'ici 2050, on produira davantage d'électricité. Donc la question n'est vraiment pas un problème. Sur la partie CO2, on aura besoin en 2035 de 6% de l'ensemble de notre CO2 biogénique français, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose pour pouvoir remplir les mandats, et à peu près 40% en 2050. Donc oui, c'est faisable, c'est possible d'accélérer, c'est une question de volonté et effectivement de confiance dans la réglementation, puisque c'est cette confiance qui va permettre à des acteurs comme des compagnies aériennes ou comme des aéroports de s'engager sur le long terme, et donc à des acteurs comme nous de pouvoir convaincre des investisseurs. Et du coup, en vue de cette montée en puissance, côté logistique, distribution, jusqu'où est-ce qu'on peut monter le volume sans qu'on se retrouve avec le problème des goulots d'étranglement ? Alors, au Havre, on est concession d'outillage public d'AROPA. Donc notre mission de service public, c'est de s'adapter à ce qu'il va falloir faire pour le marché. Aujourd'hui, on prévoit des installations qui, à terme, alors sans rentrer dans le détail, ce sera à peu près 300 000 mètres cubes de capacité dédiée à ces opérations de réception de e-fuel, biofuel et de mélange et d'expédition. On considère qu'on pourra traiter à l'horizon 2030 environ 1,5 million de tonnes de ces bio-e-fuel. Donc largement ce qu'il faut pour répondre au mandat. La question se posera post-2035 de l'adaptation des installations. Le projet aujourd'hui qui est en route répondra amplement aux besoins des aéroports français et voire d'autres aéroports européens et à l'export. Alors, on arrive presque à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on se projette peut-être un petit peu plus sur l'avenir. Je voudrais savoir un peu comment vous voyez les choses. Est-ce que si on va prendre un horizon 2100, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment que ces énergies décarbonées vont tenir leurs promesses ? Est-ce qu'on sera passé à du 100% ça ? Je ne sais pas. J'ai un petit peu envie de renverser votre question et de dire que il faut qu'on y arrive. C'est pas est-ce qu'on va y arriver, c'est une condition de l'acceptabilité et donc de la survie de notre secteur au sens large. J'en suis intimement convaincue et je partage totalement l'avis selon lequel il faut absolument qu'on maintienne les objectifs tels qu'ils ont été fixés et qu'on garde un cap clair en matière de transition écologique pour éviter les allers-retours. On ne peut pas se permettre d'avoir des à-coups dans une stratégie de décarbonation qui nécessite des investissements absolument colossaux, des milliards d'euros à la fois pour permettre la production mais aussi l'adaptation des infrastructures au sens large à ces nouvelles technologies. Et donc pour que cette décarbonation puisse s'effectuer de manière constante et efficace, il faut absolument qu'on maintienne des objectifs et une ambition de manière claire. Donc en 2100, il est encore bien difficile de savoir quelles seront les proportions respectives de l'avion électrique, de l'avion à hydrogène, des SAF. Simplement, ce qu'on souhaite au niveau du groupe ADP, c'est que ces 3 technologies puissent coexister de manière harmonieuse en fonction des segments de trafic dont on parle et auxquels elles s'adaptent de manière assez complémentaire dans le fond. Et surtout, qu'on maintienne cette ambition de manière très affirmée pour l'ensemble du secteur parce que je pense qu'au-delà des à-coups et des atermoiements politiques, géopolitiques qu'on peut connaître en ce moment sur ce sujet, nous avons l'impérieuse nécessité d'unir nos forces pour la lutte contre le changement climatique et le secteur aérien ne pourra survivre que s'il prend à bras-le-corps ce sujet et qu'il fait la preuve de sa capacité à se décarboner à un horizon assez proche. Et pour préciser, puisque Justine citait le besoin d'une stabilité de la réglementation, alors c'est vrai au niveau européen, il se trouve qu'au niveau national, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, est en discussion la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a pris un petit peu de retard dans le contexte politique qu'on connaît.
Il est impératif d'avoir une vision de long terme sur la vision du secteur énergétique en France qui nous attend dans les décennies à venir. En l'occurrence, les travaux sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie sont notamment éclairés par les travaux de prospective de RTE, qui est l'acteur gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France et qui a la mission confiée par l'État d'éclairer par de la prospective. Je vais me permettre de paraphraser le propos d'RTE, mais qui s'applique très bien à notre cas. Il y a 4 conditions, 4 prérequis pour réussir collectivement, tous secteurs confondus, cette transition. Besoin de sobriété. De fait, on ne peut pas consommer de manière infinie, et ça s'applique au transport aérien. On voit qu'on a aujourd'hui des perspectives de croissance qui ne sont plus celles qu'il y avait pré-Covid. Il y a un besoin de sobriété, il y a un besoin d'efficacité énergétique, des équipements plus performants. C'est vrai également sur les nouvelles générations d'avions. À chaque fois, c'est à peu près 25% de CO2 en moins que les générations qu'elles remplacent. Il y a besoin de nucléaire dans le mix énergétique, incontestablement, et il y a besoin d'énergie renouvelable. Avec ces 4 prérequis, vous savez boucler les équations, vous pouvez faire votre transition. Si vous faites l'impasse sur l'un des 4, ça devient particulièrement difficile. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose, non ? Je t'en prie. Je peux bien pour compléter effectivement l'ambition, bien marteler. L'ambition 2100, effectivement 2100 c'est lointain, mais dès 2030, la réglementation comme européenne, elle est bien faite. C'est pour ça qu'elle ne doit pas bouger. Hein. Elle oblige des acteurs que sont les producteurs, les consommateurs, les obligés, les plateformes aéroportuaires, de façon progressive, et ça c'est très important. Nous, on peut être prêt dès 2030. Je le redis bien, je martèle, effectivement, les ressources sont là. Hein. On ne vient pas stresser supplémentairement les ressources. Le CO2 biogénique est déjà dans les effluents de nos industriels partenaires, donc on va juste le valoriser. Notre électricité va venir compléter la France. Donc voilà, tout est là. Le 100%, effectivement, il sera juste après sur les futures générations d'aéronefs, mais celles qui sont déjà là, on peut les décarboner. Et c'est là aussi, effectivement, on parle d'incorporation de physique. Pas oublier aussi qu'on parle de la virtuosité de tout cela, c'est la décarbonation. Et c'est là aussi la puissance de ce type de produits que l'on propose. Hein, les ISAF, ils vont plus loin en termes d'abattement d'empreinte carbone, parce nous, on a des carbones jusque 90-95%. C'est pas le cas pour les autres filières, puisque effectivement, tout est entre le CO2 biogénique et notre hydrogène renouvelable à carbone, tout est très vertueux. Et donc, c'est effectivement ce type de produits sur le long terme qui permettront plutôt d'atteindre ces cibles 100% de décarbonation qu'un simple incorporation de produits physiques. C'est important de l'avoir en tête. Peut-être un dernier mot de mon côté pour compléter. C'est important pour la décarbonation, ce respect de 2030, mais ces projets, ils répondent aussi à 2 autres enjeux qui me paraissent majeurs et qu'il faut absolument mentionner. C'est d'une part le fait que le monde ne nous attend pas. Il y a des projets, comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne. Ces projets-là sortent de terre. Nous, en France, on est une terre un peu bénie pour faire du carburant de synthèse parce qu'on a un mix électrique déjà décarboné et un gisement de CO2 biogénique important. Ce serait quand même dommage qu'on rate ce virage-là et qu'on ne soit pas au rendez-vous. Et puis le deuxième enjeu majeur, c'est le monde incertain dans lequel on vit. Je pense qu'il suffit de regarder les infos pour voir que on est dans un monde risqué, et donc avoir une capacité à produire du carburant sur notre sol, c'est quelque chose, on n'est pas habitué à ça en France. Alors ça paraît peut-être un peu étrange, mais oui, c'est possible et c'est important de le faire pour réduire notre dépendance à des importations dans un monde où la géopolitique redevient aujourd'hui dangereuse. Oui, ça renforce notre résilience. Alors peut-être une dernière chose, vous êtes l'exemple de la filière qui se fédère. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus aujourd'hui pour justement embarquer tous les acteurs, que ce soit par exemple les compagnies aériennes, les constructeurs ou encore les passagers, comment les embarquer tous dans cette transformation ? Ça reprend beaucoup d'éléments qu'on a déjà dit et martelés. Je crois que la condition pour que tous les acteurs puissent s'aligner, c'est que les objectifs soient clairs et stables. Donc ça, je pense que c'est ce qui permettra que les acteurs se structurent et répondent à des objectifs, donc ils seront assurés qu'ils seront maintenus dans le temps. Et je pense que c'est aujourd'hui la condition absolument indispensable pour qu'on y arrive. Et puis, il y a évidemment un enjeu de prix. Puisque pour les compagnies aériennes, c'est un coût absolument considérable que de faire ce virage et cette décarbonation. Et donc, il faut qu'on arrive conjointement à structurer un marché qui permette d'avoir des coûts acceptables, prévisibles, et qui permettent, comme le relevait Yannaël tout à l'heure, d'avoir une politique qui ne soit pas seulement de court terme, mais qui puisse s'inscrire également dans la durée pour permettre aux producteurs d'avoir un modèle économique plus stable.
On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre clarté, pour votre énergie, mais aussi pour vos réponses sans jargon, sans langue de bois. On retient peut-être aujourd'hui que c'est l'urgence climatique ne peut pas attendre, que la technologie, elle est déjà là. Et qu'elle est déjà en train de s'industrialiser d'ailleurs, que le trio, groupe ADP, mais aussi Verso Énergie et SIM construit aujourd'hui un socle robuste, concret, qu'on est en train de créer une nouvelle filière. À vous qui nous écoutez ici et à distance, la transition est donc en cours. Rejoignez-la, poussez-la, questionnez-la. Elle dépend de notre capacité à coopérer. À vous de jouer et à très bientôt.